à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée sur le Food Forum Omnivore, où on fait bouillonner les cultures, les paroles, avec des invités triés sur le volet. Je suis ravie de vous retrouver. La pression, voilà, et en même temps, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de cuisine adaptative et on va voir comment on peut passer de la cuisine du sang à la cuisine du sens. Donc pas le sang, le liquide évidemment, mais sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans alcool. Comment on fait pour garder quand même du goût, du plaisir, quand on opte pour ce type de cuisine qui permet à la fois de répondre à tous les régimes, à toutes les demandes d'une clientèle en quête de cohérence jusque dans leurs assiettes. Une clientèle aussi qui veut se nourrir autrement, sans faire de compromis sur le plaisir gustatif ou sur les valeurs qui leur tiennent à cœur, respect de l'environnement, bien-être animal, santé personnelle, qualité des produits. Donc comment on fait pour faire ce shift entre cuisine du sang et cuisine du sens, donc avec sens? Pour en parler, Anne Moreau, tu es diététicienne et déléguée générale de l'Institut Nutrition. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nadia Samut, tu es chef du restaurant La Fenière dans le Luberon et fondatrice de la marque Commensal. Oui. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et Frédéric Beau, directeur de la création chez Valrhona, pionnier de la gourmandise raisonnée, chef pâtissier. Bonjour à toutes et tous. On va commencer avec toi, Nadia. C'est à cause de plusieurs maladies, dont la maladie cœliaque, que tu as complètement dû repenser ton rapport à l'alimentation et ta cuisine par extension. Comment est-ce que tu t'y es prise ? Moi, je vais dire que c'est grâce à que j'ai compris que j'avais un monde devant moi ouvert, justement un monde de sens et un monde de goût. J'ai pas dû repenser une cuisine puisque justement je cuisinais pas du tout, mais je me suis prise au jeu et j'ai été, transcendée par un univers que je pouvais manger, que je pouvais du coup partager et que je pouvais cuisiner. Et cet univers-là, il est effectivement sans gluten, sans lactose et sans produits raffinés, mais il est avec une immensité de produits. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer mes filières agricoles dans la région sud, dans le Luberon et en Provence, en travaillant sur le pois chiche dès le départ, puis ensuite le sorgho aujourd'hui, le riz avec la Camargue un peu, mais le riz, on en parlera différemment avec les problématiques de l'eau. Mais en tout cas, moi, je suis allée chercher un univers que j'ai créé de A à Z en essayant de comprendre les subtilités de tous les ingrédients que j'allais mettre ensemble. Et je n'ai jamais substitué aucune recette existante du classique pour l'amener vers quelque chose. Je me suis laissée prendre et j'ai essayé d'être juste dans le goût, mais aussi dans l'équilibre que ça apporte et dans une digestibilité positive. Ouais. Avec beaucoup de travail, de recherche, d'essais, erreurs. Tu peux nous dire un mot sur comment tu travailles aussi? Pas d'erreur. Non, Jamais d'erreur. Jamais d'erreur. Non, d'abord, ça a commencé il y a 10 ans exactement. Cette année, c'est 2024. Moi, j'ai commencé mon projet en 2014 à peu près. Quand je suis rentrée en cuisine, je ne connaissais pas tout ça. Alors, à part être née dans une famille de chefs de cuisine et voir des gens en faire tout le temps, ma mère était autodidacte aussi, elle l'est, donc elle m'a dit vas-y, fais un test. Donc effectivement, je me suis mise au départ avec des farines, des ingrédients, j'essayais de comprendre. Moi, je suis chimiste de formation, donc c'est ce qui m'a amenée à essayer de comprendre les choses et écrire même des formules. Et puis tout à coup, après 4 ans, je vais dire, tout est devenu très fluide entre moi et mes ingrédients. Et là, c'est devenu un jeu. Mais oui, j'ai eu 4 années de moments où c'était pas toujours facile, ouais, mais très intéressant. Avec cette partie scientifique, on en reparlera, qui vous connecte aussi avec une précision qui caractérise également évidemment la pâtisserie. Anne Moreau, de ton côté, on entend souvent, notamment de la part des restaurateurs, que les clients exagèrent par rapport à la question des allergies et des intolérances. Ça fait souvent lever les yeux au ciel de certains chefs de l'ancienne génération ou même de la nouvelle qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas les codes pour pouvoir répondre à ces exigences. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que c'est du flan ? Ah non, c'est pas du flan. Je suis d'accord qu'il y a une question de la part des chefs et en fonction de la trajectoire qu'ils souhaitent prendre et de la cuisine qu'ils souhaitent offrir, ça va soit stimuler leur créativité, c'est l'exemple de Nadia, soit ils vont le percevoir comme une contrainte. Après, est-ce que c'est justifié ou pas ? Je dirais que ça dépend des cas. En tous les cas,
dans le cas de Nadia, elle a parlé d'une maladie, c'est la maladie cœliaque. Nadia n'a pas le choix. Elle ne peut pas manger du gluten, sinon elle va s'exposer à avoir de graves carences, de l'anémie. Et donc, on n'est pas dans un régime de confort. On est dans un régime qui est nécessaire pour le maintien de sa santé. Ensuite, on a les sensibles au gluten, mais non cœliaques. L'idée ici, c'est pas de dire ils n'ont pas la maladie, donc ils n'ont rien, donc ils peuvent continuer. L'idée, c'est d'être vraiment à son écoute, de se dire à quel point je tolère ou pas cet aliment, à quel point j'ai mal au ventre, à quel point j'ai des migraines, et d'essayer de voir s'il y a une amélioration en supprimant, pour le coup, des aliments qu'on était peut-être habitués à manger et peut-être habitués à manger en trop grande quantité. Est-ce que c'est pas une fatalité d'avoir mal au ventre en sortant d'un repas? C'est possible que ça se passe différemment? Oui, j'invite effectivement les personnes et notamment les hommes, parce qu'on voit beaucoup de femmes en consultation, et je pense qu'il y a aussi des hommes qui se tordent de douleur, et c'est un peu dommage de ne pas peut-être ouvrir les chakras et se dire et si ça pouvait être différent. Frédéric Beau, tu parles de gourmandise raisonnée. C'est le titre de ton ouvrage aussi, qui est sorti il y a quelques années, l'année dernière. Il y a 3 ans. Et tu es venu... en fait, je voulais savoir d'où est venue cette manière de travailler et comment tu intègres concrètement cette philosophie dans tes recettes. Alors la gourmandise raisonnée, c'est né, je vais faire très très vite, c'est né suite à une conférence de Pierre Gagnère à laquelle j'ai assisté il y a 17 ans, où pour la première fois de ma vie, j'entendais un chef de cuisine, 3 étoiles et plus encore, qui parlait pendant 3 heures à peu près de le devoir, la responsabilité de chef, de devoir prendre soin du bien-être de ses clients. En général, on est dans un pays où on dit le gras c'est la vie. On meurt d'obésité depuis 8 ans sur Terre. Avant, on mourait de famine. Maintenant, on meurt d'obésité. C'est quand même grave. Et Pierre, il faut resituer ça il y a 17 ans. C'était Équipe Hôtel à Paris. Et il a fait des dégustations qui étaient faites par Éric Trochon à l'époque. Et il a fait pendant 3 heures des petits plats de la dégustation. Et il expliquait comment pour lui, il était impératif de revisiter ces fameux codes escoffiens dont il parlait. Il n'est pas de la génération Escoffier, Pierre, il n'est pas si vieux. Mais en tout cas, il disait si c'était la grande époque, il y a 17 ans, de la cuisine moléculaire, Ferran Adrià, etc. Et on parlait que des Espagnols et des Italiens. Et lui disait, si on veut devenir les has-beens de la cuisine, continuons à travailler avec nos codes escoffiens, ce que j'ai appris. Mais ce ne sera pas ma vie. Et pendant 3 heures, il a parlé de ça. Et la gourmandise raisonnée, c'est des mots que j'ai chopés de la physiologie du goût de Brillat-Savarin, où en 1826, Brillat-Savarin disait que la gourmandise doit être un acte raisonné, prenant impérativement soin des organes de nutrition. Et Pierre Gagnère, 150 ans plus tard, disait à peu près la même chose avec des autres mots. Et comment ça se traduit dans les recettes? Ça m'a chamboulé la tête. Et puis je suis rentré à l'école chez Valrhona et j'ai dit à mon équipe, je pense qu'on commence à être des has-beens. On était dans la grande époque d'Instagram où plus ça vomit sur Instagram, plus on te love. Et je me disais, alors les pâtissiers, ça dégueule de tous les côtés. Et les cuisiniers deviennent de plus en plus locavores, respectueux de la santé. Là, on ne parle pas d'un cas comme Nadia qui, elle, a un réel problème dont il faut qu'elle transcende et qu'elle en fasse une autre gourmandise. Et moi, avant de parler de ça, j'aime beaucoup, parce que c'est le titre d'un des chapitres de mon livre, non pas le sang, mais le sens. Et en effet, c'est avant de parler du sang, sauf quand il y a des vrais problèmes physiologiques, on parle du sens. Et la gourmandise raisonnée, c'est le minimum de tout pour le maximum de plaisir. Une forme de sobriété dans la pâtisserie, en fait. Oui, on a fait la tarte infiniment vanille de Pierre Hermé à 28% de matière grasse en moins, 34% de sucre en moins, et elle est toujours aussi kiffante, elle est merveilleuse, parce qu'elle était méga opulente. La preuve que la gourmandise, c'est pas l'over-gras et l'over-sucre. Et c'est mon dada depuis 16 ans, et je ne peux pas me résoudre à ce que mon métier aide à nourrir l'obésité humaine. Et j'en veux pas de ça. Anne, je vois que tu opines du chef. Qu'est-ce que tu penses, toi, c'est quoi ton rapport à la gourmandise et comment tu accompagnes aussi les clients qui viennent te voir en consultation sur le rapport à la gourmandise?
Moi, ça me ravit d'entendre un chef parler de nutrition et faire le pont. Moi, j'ai fait le chemin, entre guillemets, inverse. Je suis diététicienne et après, j'ai passé un CAP cuisine parce que j'estime que la cuisine, c'est le bras armé de la nutrition. C'est sympa d'éditer des concepts et en même temps, si on n'aide pas les gens à savoir comment le faire dans le quotidien, on loupe la cible. Aujourd'hui, je travaille dans une société de restauration collective et je fais de la nutrition. Donc, j'ai gardé ce fil rouge de venir mêler le plaisir, la cuisine au service de la nutrition. À aucun moment, ce sont des sujets qui doivent se regarder de façon dissociée. Si on veut accompagner les transitions alimentaires justes et saines d'un point de vue écologique comme d'un point de vue de la santé, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment dans la cuisine qu'on va avoir les réponses et dans les champs, si on ouvre un peu plus large encore. Et Nadia, ça passe pas par le sacrifice de toute façon, le changement. Ça passe, selon toi, par quoi ? Moi, je dis toujours que l'engagement, c'est viscéral, c'est pas mental, donc il faut le sentir et le transcender. Moi, je ne l'ai pas pensé, c'est venu comme ça et j'avais l'obligation, comme le dit Frédéric. Bon, je n'étais pas obligée de rentrer en cuisine au départ, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, tout à coup, c'est devenu une révélation absolue. Donc, je trouve que moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires à mes côtés. Eh ben, c'est parce que je leur ai donné envie de voir ce chemin et de se libérer aussi, de faire avec. D'aller chercher avec moi, et c'est pas des gens qui sont cœliaques et c'est absolument pas ça, c'était cette envie d'aller chercher quelque chose, de rendre possible. Nous par exemple, on a fait un travail sur le pois chiche, ça fait 10 ans que je suis dessus, on me racontait on se foutait de moi quand je parlais du pois chiche et Nadia et son pois chiche, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui, voilà, ça me transcende. En même temps, dans le côté agricole, c'est extraordinaire, enfin, c'est hyper vertueux. On vient, moi le lycée agricole avec lequel je travaille, j'ai des élèves tous les ans qui viennent, qui ont planté le pois chiche, qui l'ont récolté, qui nous l'amènent chez nous et on le transforme dans mon moulin. Et une fois qu'on est dans le moulin, nous, dans la cuisine, on va commencer à travailler le tofu de pois chiche, le tofu qui devient une matière végétale dont on a besoin en pâtisserie, etc. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait sans œufs, c'est parce qu'en fait, ce truc-là, il est extraordinaire et qu'il apporte quelque chose, qu'il est vivant, qu'il apporte une matière, qu'il apporte un goût, une longueur, etc. Et du coup, toutes ces équipes-là, elles se sont appropriées le sujet, en fait. Et c'est un langage comme la cuisine. Et moi, je dis toujours, quand on cuisine des soba au Japon, c'est pas moins bon que des pâtes en Italie. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas de comparatif. Et dans ça, quand on est sorti de toutes ces choses-là, là, dans la tête, on arrive avec des mémoires gustatives, des madeleines de Proust, des choses sublissimes. Et il suffit de les créer et d'avoir envie. Donc oui, pour moi, c'est transcendantal. Ouais. Des madeleines de Proust sans gluten, mais des madeleines quand à même... la châtaigne et au miel. Alors. Allez, à la châtaigne et au miel. Avec un nouveau vocabulaire, en fait, que tu es en train de créer. Oui, et d'ailleurs, chez moi, il n'y a pas de cuisinier, de serveur, de meunier. Voilà, on est nourricier. Et le nourricier, il a une responsabilité à œuvrer, il a une responsabilité à aller chercher la gourmandise, mais en faisant attention. Attention à quoi ? C'est pas juste un régime, on ne parle pas de régime. D'abord, chez moi, on ne parle pas de sans gluten ni de régime. On est là avec des ingrédients, des matières, on est là de chercher la justesse. Cette justesse, elle va provenir d'un équilibre dans le goût, mais aussi sa digestibilité. Le pois chiche, il y a plein de gens qui ne peuvent pas le digérer et c'est normal. Mais à partir du moment où on le prédigère, on va travailler sur une fermentation dessus, par exemple un miso doux, puis après on va le travailler en pâtisserie, etc. Donc on amène en fait et on va travailler l'expérience. Et mon sujet à moi, c'est de travailler l'expérience et de la transmettre au quotidien. Sans non plus effectivement surmarketer ce côté sans gluten. Ah ouais. Tu l'annonces pas en fait quasiment dans ton menu quand les gens viennent. Bon, ils commencent à te connaître aussi, on commence à savoir. On sait qu'on est le premier restaurant étoilé sans gluten, etc. Mais évidemment, ça me touche pour les gens qui ont ma maladie parce que c'est très difficile. Moi, je mange pas au restaurant à l'extérieur, pratiquement pas. C'est impossible pour moi. Mais du coup, quand les gens arrivent dans ce lieu, c'est le palais rêvé de toute façon. Mais il convient à tout le monde. Moi, j'ai créé une expérience ouverte pour tous. Tout à l'heure, tu disais quelque chose, c'est quand les gens arrivent avec plein d'allergies, c'est difficile. Mais pour moi aussi, c'est difficile. Quand quelqu'un arrive avec une allergie aux fruits à coque, alors que moi, je travaille l'amande, la noisette, l'huile de noix, tout ça, d'un coup, on est tous angoissés dans la cuisine. Il m'est arrivé même d'aller cuisiner dans le potager en enlevant tout, en allant me changer, en créant une cuisine, parce qu'une petite fille était amenée là et il croyait que c'était le restaurant sans allergène. L'horreur. Elle avait fait des kilomètres. Je l'ai fait parce que je me dois de le faire. Mais mon restaurant, c'est pas un restaurant d'allergie ou pas d'allergie. C'est un restaurant d'une expérience que je pousse aujourd'hui le plus loin possible dans quelque chose de vertueux et de délicieux. Voilà. Frédéric, qu'est-ce que tu penses quand tu entends Nadia parler comme ça ? Qu'est-ce que tu te dis ? Alors, on parle
non pas du sang mais du sens. Ce que j'admire énormément chez Nadia, c'est que aujourd'hui on est dans un monde, le fameux monde du MeToo. Donc tous ces ayatollahs du végétal, les véganes, alors ils n'aiment pas la Gaule. Par contre, ils veulent faire des faux gras, du fromage, des faux hamburgers, des faux... Je les trouve d'un pathétique, ces gens-là. Mais est-ce que c'est pas une porte d'entrée vers le végétal? Non, mais c'est pas le sujet de cette intervention. Mais en tout cas, non pour moi. Comme je dis souvent, on a mis 450 ans à créer la gastronomie. Merci Escoffier, merci ses grands chefs. Nadia, ça fait 15 ans et probablement plus qu'elle travaille dessus. Elle ne fait pas du MeToo. Elle ne fait pas premier restaurant sans gluten de France. Donc c'est en effet pas du marketing. Elle fait du marketing, mais sur son histoire. Elle crée des expériences. On ne vient pas chez elle pour manger sans gluten. J'y suis allé. On vient chez elle pour se régaler. Et donc, plutôt que d'essayer de faire des MeToo avec des trucs dégueulasses, comme je dis souvent, plein d'amis qui font du végétal, je dis c'est génial, mais quand un jour ce sera bon, ce sera quand même vachement meilleur. Et donc, on n'est pas dans un MeToo, on est des créateurs d'expériences. Et qu'on fasse de la gourmandise raisonnée, du sans gluten, du bidule, c'est entre guillemets, c'est en filigrane, je dirais. Mais comme je dis souvent aux gens qui font du végétal, mettez-vous à bosser comme elle bosse, comme les cuisiniers ont bossé depuis 450 ans. Et puis peut-être que la pâtisserie végétale, elle ne va pas ressembler à un opéra, ni un éclair, ni un... voilà. Les grands ont travaillé à inventer la pâtisserie. Je pense que la pâtisserie végétale demain, elle va peut-être pas ressembler du tout à la pâtisserie conventionnelle. Chez Nadia, ces assiettes, c'est pas des MeToo, c'est de la cuisine de Nadia. Ça ressemble pas à ce qu'on a dans un autre restaurant nécessairement, mais parce que c'est son histoire, c'est elle qui travaille. Il y a une vraie démarche de fond, de création. C'est extrêmement puissant. C'est pas bon, alors les gars, va falloir qu'on bosse, on a 5 mois pour faire un faux hamburger. Je trouve ça dramatique en fait. Je trouve ça pathétique, dramatique. Ça nous emmène nulle part. Ça fait souvent manger mauvais. Et là, on n'est pas dans le sens. Et je trouve très fort dans ce que fait Nadia, c'est elle écrit une vraie histoire avec les contraintes qu'elle a. Et elle ne fait pas du MeToo, comme on dit. Le MeToo, c'est quand même sur un autre sujet, sur le sujet du féminisme. Là, on est sur le répertoire végétal. Ouais. C'est quand même pas... c'est deux choses qui sont complètement différentes, si je peux juste me permettre. Non, mais souvent, le MeToo, c'est quand même complètement autre chose. Non, mais souvent... Non, mais ça n'a rien à voir, en fait. On est sur deux sujets complètement différents. D'un côté, on parle d'un nouveau répertoire végétal. D'un autre côté, on parle de prise en compte des enjeux de féminisme dans la gastronomie, qui sont également indispensables. Enfin, juste, on ne peut pas mettre tout dans un même panier du wokisme. Je ne mets pas tout dans un même panier, mais souvent, on fait avec la notion gourmandise raisonnée. On me dit souvent, donc vous faites du végétal. Mais le végétal, ça n'a rien à voir avec le MeToo, en fait. Enfin, juste, je comprends pas ce lien. Non, mais j'ai pas dit que le végétal ne faisait que du MeToo. Mais par contre, on est dans un monde où très souvent, on fait des MeToo et on n'est pas dans l'expérience. Je parlais de l'expérience de Nadia. Donc, je me suis peut-être mal exprimé, c'était mal compris. Mais en tout cas, je fais du végétal. Pierre Armé fait du végétal. J'ai travaillé avec le végétal. Et on peut faire du très très bon végétal. Et comme disait Pierre Armé lui-même, peut-être que dans l'avenir, si je faisais une pâtisserie végétale, elle ne ressemblerait jamais à une pâtisserie normale. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Oui, je réagis pour peut-être venir éclairer, parce que visiblement, peut-être que vous n'êtes pas complètement compris. Oui, peut-être. Mais sur le côté MeToo, c'est de se dire on va chercher à imiter quelque chose. Et c'est le même problème que de parler de sang plutôt que de parler de il y a quoi dedans. Donc c'est plutôt de se dire il y a une vraie identité végétale à affirmer, à faire découvrir, à proposer, et il n'y a pas besoin d'imiter un burger et de venir chercher une matrice déjà existante pour copier. Donc je pense que c'est ça. Et après, un des éléments aussi important qu'on commence à voir poindre dans les études, c'est de se dire que parmi l'alimentation végétale industrialisée, on commence à déplorer le fait que ce sont généralement des aliments extrêmement transformés et qu'on a le bénéfice d'alléger
les plats en acides gras saturés parce qu'on n'a pas de viande, etc. Et en revanche, on a une multitude d'additifs et d'éléments qui vont pas du tout être intéressants pour le corps parce qu'on cherche à se rapprocher d'une saveur qui est animale à la base. C'est pas justifié. Ouais, en même temps, la cuisine végétale n'a pas vocation à être tout le temps healthy. Elle peut aussi être de la junk food, comme le répertoire parfois de la viande. C'est pas toujours le cas. Mais ça a pas. C'est le même problème. On n'est pas obligé de toujours se dire la cuisine végétale égale cuisine de santé, quoi. Là-dessus, Anne Moreau, je voulais savoir. C'est un joli débat. La cuisine végétale n'est pas nécessairement une cuisine de santé. Ça pourrait faire l'objectif de. Une autre conférence, tout à fait, on en reparlera. Anne, sur la question de la prise en compte de ces questions dans la formation, toi tu es prof à l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse, à Lyon. Déjà, qu'est-ce que tu leur enseignes et comment tu vois le changement dans la prise en compte de ces enjeux, parce que tout part en fait de la formation et de l'éducation. C'est vrai que ça m'intéressait de venir proposer un module dans le cadre d'une formation qui s'inscrit plutôt dans de la cuisine très traditionnelle chez Bocuse. Et j'en ai eu l'opportunité. Alors très modestement, moi je ne suis pas professeur titulaire, hein, j'interviens juste quelques heures. Ça fait partie du problème, parce qu'en fait tout le reste du temps, on les fait cuisiner de façon conventionnelle, dirais-je, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas on utilise allègrement beaucoup de produits animaux, très peu de diversité de céréales, et ils ne connaissent pas bien les légumineuses notamment. Et donc moi j'arrive un peu à contre-courant et effectivement le périmètre du module c'est sur les tendances alimentaires et on y parle végétarien, véganisme, sans gluten, sans lactose, dans l'idée que moi je suis diététicienne et que je les aide je les éclaire sur leur rôle dans le prendre soin de leurs clients. De se dire en fait il ne s'agit pas de servir un client qui fait un caprice et quand bien même ça reste un client, donc, mais je rentre pas dans ça. Il s'agit de votre réelle responsabilité. Merci Nadia pour ce que tu as fait pour cette petite fille, parce que tu sais ce que c'est une allergie alimentaire et en fait on peut simplement en mourir. Donc en fait on rigole pas avec ça et de venir vraiment éclairer leur conscience, donner un sens peut-être nouveau à leur métier et à leur rôle. Moi j'estime qu'on fait le même métier et qu'on est tous un maillon de la chaîne et ce serait chouette qu'on aille tous dans la même direction du goût et du prendre soin. Nadia, par rapport à la transmission, toi tu me parlais de ton équipe de nourriciers qui était assez fidèle d'ailleurs, qui reste longtemps. On sait que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, où les gens ne restent pas très longtemps. Comment tu fais déjà pour les fidéliser, faire en sorte qu'ils viennent vers toi et quel est le profil des personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà très sensibles, qui sont en quête de sens eux-mêmes dans leur parcours et dans leur travail? Et comment tu fais pour garder une cohésion et les fidéliser? Alors moi, j'ai construit un écosystème que j'ai appelé un monde au goût meilleur. Et dans cet écosystème, j'ai différentes entreprises qui sont toutes avec la même volonté de sens, bien sûr. Une entreprise de formation qui est une académie qui s'appelle Nourrir. Une marque maintenant que vous connaissez qui s'appelle Commensal, mais qui est en train d'évoluer aussi. Avec des ateliers de meunerie, boulangerie, pâtisserie. Et puis maintenant, d'autres choses, de conserverie, glace végétale, de pâtes, etc. Et ma cuisine. Et en fait, cet écosystème fait qu'on vit tous ensemble et qu'on a une envie d'œuvrer de manière responsable et venir apporter sa pierre de nourricier. Alors j'ai des gens qui arrivent qui sont plutôt de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, puis j'ai des gens qui sont dans la créativité, j'ai des gens qui ont cuisiné et qui ont parcouru le monde et qui retrouvent chez nous cette envie d'aller chercher ou d'œuvrer. Et en fait, ce truc-là crée un écosystème humain, finalement que j'ai pas sciemment voulu en mettant des postes de recherche, de postes particuliers. Je fais jamais ça. Je propose ouverture à nourricier. Je le fais à peu près tous les 6 mois. Et là, d'un coup, je reçois une vague. Et d'un coup, on reçoit les gens avec nous et on commence à échanger. Je ne suis pas la seule personne qui sélectionne. J'ai tous mes collaborateurs et collaboratrices à qui je propose d'avoir un entretien, d'avoir un moment, de leur proposer de venir avec eux partager quelque chose pour voir de quelle manière ils vont pouvoir s'embarquer ensemble dans l'aventure. Et une fois que je les ai avec moi, je suis guide. Donc, je leur fais faire un ikigai pour connaître leur raison d'être, leur volonté. Est-ce qu'ils vont rester quelques mois parce qu'ils veulent apprendre? Est-ce qu'ils vont rester quelques années parce qu'ils veulent après évoluer vers un envol différent?
Bah, moi, je suis à ce poste-là, en fait, chez moi. Et je suis chef d'orchestre de cet orchestre-là. Et mes collaboratrices et mes collaborateurs sont de vrais nourriciers dans le sens où chacun d'eux a une méthode, une manière différente de venir œuvrer. On a un cadre, bien sûr, parce qu'envoyer des services ou être très rigoureux dans nos engagements, il faut forcément un cadre. Néanmoins, ce cadre-là, il est grand et ouvert par la culture. Et ce sur quoi je suis intransigeante, c'est la culture. Se cultiver et cultiver, c'est nécessaire et essentiel dans ce projet. Vous êtes combien aujourd'hui de collaborateurs, collaboratrices ? Dans l'écosystème global, on est une cinquantaine, enfin 60. Ouais. Et ensuite, la question s'adresse à vous deux, Frédéric et toi, sur le processus créatif. Déjà, où est-ce que vous trouvez de l'inspiration ? Est-ce que ça vient de voyages, de rencontres, de choses que vous goûtez, ou même d'art ? Certains s'inspirent de tableaux pour créer. Déjà, quelle est votre source d'inspiration et comment vous travaillez en collectif ou seul pour créer, Frédéric ? Comment ça se passe ? C'est dans un labo, très concrètement, avec Valrhona ? Oui, je suis dans un laboratoire de création chez Valrhona, avec une petite équipe. Mon processus créatif, moi, je l'ai globalement appris avec Claude Bourguignon de Metz, Pierre Armé. C'est très égoïste. Moi, je fais je commence par faire ce que j'ai envie de manger, ce que j'aime. C'est assez égoïste, à vrai dire. Et puis dès qu'il s'agit de gourmandise raisonnée, c'est un autre sujet, parce que moi, je suis pas ni diététicien, ni nutritionniste. J'ai écrit le livre avec Thierry Anne, qui est médecin nutritionniste. Alors, je crois que c'est 11 ans d'études, un truc comme ça. Au début, je faisais des très graves erreurs, parce que je disais, Thierry, ça y est, j'ai retiré 22% de sucre dans mon sablé breton. Et il me disait, envoie-moi la recette. Et en fait, une recette, c'est un 100%, hein, c'est un tableur Excel. Et en pâtisserie, on est globalement habité par le gras et le sucre. Quand on sait qu'à peu près 1 gramme de gras représente 2 grammes de sucre, à peu de choses près. Donc les pâtissiers disent souvent, ça y est, c'est génial, j'ai retiré du sucre. Mais en fait, si on retire que du sucre dans une recette, par le principe des vases communicants, tu concentres le gras d'autant pire, puisque 1 gramme de gras, à peu près, équivaut à 1 gramme de sucre. Donc on a 2 guerres à mener dans la gourmandise raisonnée. C'est le gras en priorité, et puis ensuite le sucre, mais ce n'est pas le gras puis le sucre, c'est les deux en fait. Et ce que j'ai appris avec Thierry, c'est que tu ne touches jamais un robinet, me disait-il. Et donc la gourmandise raisonnée, c'est un monde de... Je ne sais pas si Nadia le vit comme tel, mais Thierry est un grand gourmet, médecin nutritionniste, et il me disait, la gourmandise raisonnée, il faudra que ce soit un monde de leurre. C'est-à-dire ? Il faut leurrer positivement les gens. Donc on a fait la tarte infiniment vanille de Pierre Armé qu'on a revu, le Paris-Brest qu'on a revu. Toutes les recettes sont extrêmement gourmandes, extrêmement régressives, et pourtant elles sont beaucoup moins grasses pour beaucoup moins sucrées, parce qu'en fait, à travers les techniques, les ingrédients, le coussou, les amidons, j'utilise beaucoup les farines de Nadia, pas pour faire du sans gluten, parce qu'elles sont juste géniales en termes de goût et en termes de texture. Et si en plus je fais des gâteaux sans gluten, eh bien, bravo, moi j'ai des amis qui sont cœliaques. Un cœliaque, ça peut mourir en 12 minutes, je crois. Elle me dit mon ami, œdème de Cuick. Et donc, elle me dit, tes gâteaux sans gluten, mais jamais on peut dire que c'est sans gluten. L'objectif, c'est pas de faire du sans gluten, j'ai pas cette préoccupation-là, c'est de faire du très très bon. Et si c'est très bon... Tu as révélé des techniques avec les emplois, tout ce que tu as pu faire. Bien sûr. Donc on a dû créer des leurres. Raphaël Aumont, avec qui j'ai écrit le livre aussi, me dit, Fred, qui est chimiste, me dit pourquoi vous mettez autant de jaune d'œuf, de sucre, les pâtes à bombe, les crèmes anglaises, avec du chocolat qui contient déjà 45% de matière grasse, et tu rebalances de la crème à 35% de matière grasse, avec de la crème anglaise qui contient 28% de matière grasse. Mais quand est-ce que vous allez vous arrêter, les pâteux, me disait-il. Et là, je sortais de la conférence de Pierre Gagnère, où on en parlait avant, un livre que j'ai adoré, L'art de nourrir, de Bruno Verjus. On parle de Michel Guérard, qui est parti il n'y a pas longtemps. On est dans un pays où il y a quand même des gens
qui ont bossé sur l'art de nourrir. Comme dit Nadia, on est des nourriciers. Mon métier, c'est pas de te rendre obèse. Et on est un peu comme ça en pâtisserie quand même. Hein. Plus c'est opulent, on est le pays de l'opulence. Je pense que ça, c'était avant, de mon point de vue. Et le processus créatif, il est juste dans je veux prendre du plaisir. J'ai pas envie de faire un MeToo. Ça veut dire un comme si que. D'accord? Un comme si que. Quand on travaille sur des recettes existantes pour Pierre Hermé, oui, là, c'était le challenge. Et sinon, oui, c'est égoïste. On commence par ce qu'on a envie de manger. Donc un Pour ma part. Paris-Brest, ce genre de dessert-là. Pardon? Un Paris-Brest réinventé, quoi. Désucré. Oui, j'aime le Paris-Brest, sauf que manger un gâteau qui me donne à chaque cuillerée envie de boire un verre d'eau, c'est qu'il y a un problème. Et j'aime plus ça. Nadia, de ton côté, le processus créatif, Alors, un exemple peut-être. Moi, je suis très inspirée par la nature et j'ai la chance de vivre dans une propriété extraordinaire. Et du coup, j'ai un potager au-delà. C'est pas un potager de production pour le restaurant, c'est un potager expérimental. Parce que ma volonté, c'est d'accompagner les agriculteurs autour et pas de faire un métier en plus. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi. Mais pour le coup, je suis très inspirée par ça. Et à partir de ces matières végétales, on crée tous nos univers. Que ce soit de la fermentation, de la conservation, du confisage à la chaux, des matières avec notre moulin. Donc en fait, c'est l'univers des matières qui vient et qui m'habite. Et j'ai comme des notes en permanence de musique en fait, et de goût et de subtilité. Parce que moi, par le passé, je ne pouvais pas manger et tout me donnait mal au cœur. Tout. Rien que les volatiles et l'odeur d'une casserole, c'était très compliqué. Donc quand j'ai construit ma cuisine, c'est devenu quelque chose comme un chant. Et je l'ai tout le temps dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais par exemple dehors et j'ai des goûts qui viennent, je vois mes textures, j'écris rapidement et là, hop, Gilles reçoit un texto et on va dans la cuisine, il prépare le setup et on prépare des matières. On continue toujours à faire des matières de fond. Là, par exemple, on travaille la figue, donc on fait notre confisage de figue à la chaux. Après, à la on chaux, travaille c'est-à-dire la chaux alimentaire. En fait, ça permet d'inverser le pH. On fait ça au Mexique sur le maïs en nixtamalisation pour qu'on ait la digestibilité aussi. Et là, on le travaille comme ça parce qu'il va inverser le pH. Et après, quand on va le confire dans un sirop de sucre, on aura beaucoup moins de sirop et on va garder la texture. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'Empire ottoman et en Turquie. Moi, j'ai travaillé énormément en Turquie et j'avais appris ça. Et on le fait, nous, sur tout légumes et tout fruits. Et on les conserve comme ça et c'est sublime. Incroyable. Voilà. Donc, en fait, on fait nos matières, on fait nos gammes en fait, en permanence. Et à chaque saison, chaque moment, ça nous permet de tout transformer et tout faire évoluer. On a fait un amazake de figues là, avec du koji de riz fermenté. Donc voilà, c'est des notes. Et toutes ces notes, on les a en tête. Et donc après, je viens en cuisine. Moi, pour le coup, je fais pas les choses toute seule aujourd'hui. Avant, je les faisais vraiment toute seule parce que je me disais, ils vont rien comprendre. En plus, je dis n'importe quoi peut-être. Mais maintenant, comme c'est mon monde et qu'on le comprend, il y a une langue, je viens et je le partage. Et de là, on commence à essayer de trouver les équilibres. Pour moi, ce qui est très important, c'est la longueur. La longueur, amener toujours plus de longueur. Mais comme je n'utilise pas de sel, je l'utilise par des misos, des choses qu'on fabrique, et que je ne mets pas de sucre non plus raffiné, ou voilà, je viens sur la douceur végétale, et en fait, on amène quelque chose qui doit toujours être de manière subtile dans la continuité. Donc un menu, c'est comme ça que ça se passe, une crème, quelque chose. On ne travaille pas de lactose, donc on n'a pas de crème de vache, quoi. Donc on va travailler, par exemple, le tofu de pois chiche qu'on l'amène en crémeux, on va travailler l'amande, bien sûr, la noisette, le pignon. Et puis après, on va travailler le légume ou certains autres légumineuses. Et ça nous amène à faire des textures. Voilà. Et les températures, etc. Enfin, c'est un peu technique après. Mais voilà, c'est un monde qu'on crée comme ça tout le temps. T'es chimiste en même temps, tu peux pas faire Alchimiste. autrement. Alchimiste, voilà. Avant de vous donner la parole et de faire passer un micro pour vous entendre aussi, Anne, j'ai une question pour toi sur le fait de faire avec cuisine de sang, c'est aussi une cuisine de contrôle parfois. Et toi, tu accompagnes aussi des personnes qui sont dans l'ultra-contrôle, donc parfois l'orthorexie ou avec des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que c'est pas aussi une porte vers ça? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de glissement du « ok, je diminue le gras, je diminue le sucre, je diminue la viande, je diminue… » Et en fait, je deviens vraiment orthorexique et avec un problème pathologique.
Merci de poser cette question parce qu'il est rare qu'on mêle des questions de cuisine et des questions de restriction alimentaire. Et moi, c'est ma spécialité, la restriction alimentaire. Je ne voudrais pas faire de raccourci. Le message que je voudrais partager, c'est... Comment dire ? de venir avec sincérité s'interroger sur ce qui motive cette restriction. Est-ce que c'est un état de santé ou est-ce que ce ne serait pas un alibi pour venir poser un contrôle encore plus fort sur mon alimentation et auquel cas ça, ce serait délétère et ça pourrait déboucher sur un trouble des conduites alimentaires qui est vraiment une saloperie. Vraiment, je vous invite à ne pas vous amuser de trop près. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des personnes qui gèrent très bien la restriction parce qu'elle est justifiée, parce qu'elle a du sens et parce qu'il n'y avait pas de fragilité à la base. Si vous êtes dans un profil où vous estimez une fragilité, où vous sentez que vous êtes très attiré par la minceur et ça, si vous sentez que vous êtes un petit peu sur la tangente, j'inviterais à... Enfin, évidemment, on peut être cœliaque et être dans cette situation, auquel cas il faut se faire accompagner pour vraiment rester, prendre soin de toutes ces dimensions. Et sinon, vraiment, c'est d'essayer de peut-être, avec un miroir, avec un professionnel de santé qui jouera le rôle de miroir, venir s'assurer qu'on le fait pour des bonnes raisons et que ce n'est pas juste l'alibi pour pour plonger dans quelque chose de dangereux. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Un retour d'expérience par rapport à ces cuisines? Ouais, j'arrive. Merci. Bonjour. C'est vrai qu'on a tendance à toujours entendre le sans. Moi, j'ai croisé des chefs qui étaient dans le avec plaisir, avec gourmandise, et qui se sont lancés dans quelque chose que j'apprécie énormément, c'est de tromper les palais. Frédéric, j'ai goûté ce que tu fais, c'est magique et on a l'impression que c'est gras alors qu'en fait c'est du bonheur. Est-ce que pour commencer à faire pencher les gens vers le végétal, vers quelque chose de plus sain et pour toucher le plus grand nombre, on rappelle que quand même 90% de la population mange déséquilibré, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par les faire toucher par un repas qui est trompe-palais? Et on leur dit, ben voilà, vous venez de manger végétal, vous venez de manger vegan, alors que les gens étaient là en train de se dire, mais je mange quelque chose d'absolument divin. Et finalement, ce premier contact, cette première ampoule qui va être dans le cerveau, va être le « je l'ai vécu, c'est bluffant, il n'y a aucune protéine animale ». Merci. Ouais, j'y vais. Mais en réalité, il y a une partie de ce que vous dites auquel j'adhère à fond, c'est l'expérience, tester, mettre dans la bouche, goûter. Là où j'adhère moins, c'est de dire, pour moi, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette. Il n'y a pas besoin d'annoncer c'est végétal, il n'y a pas besoin d'annoncer c'est sans gluten. Quand on va dans un restaurant, on ne nous dit pas c'est avec viande. Donc en fait, la proposition, c'est de venir à cet endroit. Et plus on met les mains... Alors du coup, ça marche pour les goûts, juste au niveau de la dégustation, mais je pense que là où la démarche de Nadia est super vertueuse, c'est que ça vient vraiment sur toute la chaîne. Le processus de curiosité et d'expérience, ça commence dans le potager. Et donc là, je trouve qu'on a une expérience immersive auquel ce serait très profitable d'exposer un grand nombre de la population dans ces expériences. Nadia? Moi, je viendrais effectivement sur le... Pas besoin d'étiquette, l'expérience elle-même, elle parle en fait. Et on le voit, moi je trouve, je fais des projets dans la cuisine collective aussi. J'accompagne bien sûr pour l'enfance. Et quand on met du pois chiche ou qu'on fait une glace au lait de pois chiche au chocolat et qu'on arrive, il n'y a pas de question en fait. Et c'est les premiers qui vont manger, qui vont avoir le goût. Et du coup, ça crée une Madeleine de Proust à partir du moment où c'est venu toucher le cerveau et ces neurotransmetteurs, du plaisir, etc. Ou du bonheur. Et donc je pense que c'est surtout par là qu'il faut commencer et enlever les étiquettes, pas parler de ça, est-ce que j'ai fait une saucisse, je sais pas quoi, enfin tout ça c'est fatigant en fait parce que en fait c'est fait pour faire effectivement des leurres et le leurre je pense qu'à un moment donné on revient au comparatif. Et moi, dans ma cuisine, j'ai jamais fait ça justement pour pas qu'il y ait de comparatif, parce que c'était vraiment... Bon, déjà, en plus, je passais d'un restaurant qui avait une histoire tellement forte dans la gastronomie vers autre chose que si j'avais fait des faux pieds paquets, on serait mal, quoi. Donc, j'ai pas commencé à faire ça parce que c'était pas mon inspiration. Mais je trouve que ce qu'il faut faire vraiment, c'est
pousser notre travail d'expérience et de goût pour créer aussi le nouveau placard, la nouvelle, pas nouveau parce que j'aime pas dire nouveau, mais genre des goûts et des notes supplémentaires pour que les gens se cultivent à ces goûts-là et que ça rentre dans la mémoire gustative et culinaire. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Là-dessus, je voulais introduire aussi, ça me fera le lien avec la table ronde suivante, Ayloane Dupuis qui est dans l'Assemblée, qui est la chef du restaurant Cézono à Paris 10 et qui pour le coup fait un kebab de pleurote et qui est délicieux. Et en fait, je trouve, et qui le propose notamment sur des festivals à un public jeune, genre Wheel of Green ou d'autres types d'événements comme ça, et qui permet en fait d'amener ce public spécifique vers une alimentation décarbonée, plus végétale, consciente, avec que des produits hyper bien sourcés localement. Et là-dessus, on est sur un répertoire du sans viande, d'une copie ou en tout cas, ok, on s'approprie en jouant les codes de la viande et de la culture populaire pour en faire un produit qui d'abord et avant tout est délicieux et ensuite est bien plus vertueux. Est-ce que vous voulez... Moi, j'ai le partage d'une expérience que j'ai conduite en restauration collective auprès de jeunes en situation de handicap qui sont en fait des mangeurs comme vous et moi, avec des spécificités, des tolérances, des phobies. Et voilà, donc c'est un petit peu accentué. Mais globalement, c'est quand même des mangeurs comme vous et moi. Et c'est vrai que pour démocratiser, peut-être que c'est un peu haut ce qu'on est en train de se raconter. Peut-être qu'il y a une vertu, effectivement, mais pas à faire MeToo. C'est à venir prendre un plat qui est connu a priori pour être cuisiné avec de la viande et de venir lui soit basculer la proportion de viande et de légumes, enfin l'inverser, soit effectivement venir complètement enlever la viande. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui sont très éloignés, mais toujours sans étiquette, de se dire bonjour, ça c'est un kebab de pleurote. Et d'ailleurs, chez les jeunes en situation de handicap, c'est intéressant de dire ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, c'est pas justement si on leur dit c'est un kebab végétal, là c'est très problématique. Un kebab de pleurote, ça marche. Mais bon, c'est un cas spécifique, mais effectivement, je trouve dans une logique de démocratisation, c'est intéressant d'aller chercher pour certaines personnes des matrices existantes. Mais c'est pas de la copie, c'est une autre version. Et puis ça peut donner un côté rassurant en fait, de se dire finalement les gens qui viennent dans ton restaurant, c'est des gens qui ont une sensibilité, une curiosité, un répertoire, ou en tout cas une culture aussi, un bagage culturel qui est suffisamment grand pour se dire je vais venir prendre un menu à l'aveugle, manger un tofu et un goût du silence et de se dire ok, en fait il faut un répertoire là-dessus et alors que là au moins on le rattache à quelque chose de connu. Et il y a cette notion un peu rassurante peut-être. Bah oui, mais nous, par exemple, quand on fait de la street food pour des festivals ou des choses comme ça, et en ce moment on en fait pas mal, quand on arrive avec des grandes focaccias, avec une belle huile d'olive, des tomates confites et une petite crème fumée au garum, on a raconté quelque chose, on a eu envie de proposer ça. C'est vrai que moi j'ai du mal à, par exemple, le kebab de pleurote, c'est vrai que c'est difficile pour moi, par exemple, de dire kebab de pleurote, parce que dans ma tête, kebab c'est avec l'agneau, etc. Donc je ne sais pas si je l'aurais appelé comme ça, néanmoins j'essaye de rentrer par la porte du plaisir, du goût, de la gourmandise et de quelque chose, voilà. Donc c'est la compréhension, mais en fait notre but de toute façon à tous, c'est d'ouvrir cette gourmandise-là, celle qui nous fait plaisir et dont on est dont on a envie d'avoir cette générosité et de la partager aux plus nombreux. On a chacun notre porte. Ouais, exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'être venus nombreuses ce matin. On va continuer avec la question de la vente à emporter, aussi bien le contenant, le contenu, la livraison, comment on fait après la crise du Covid où on est beaucoup parlé, où on en est de la vente à emporter. Restez avec nous, c'est dans quelques minutes. Et merci encore à vous trois d'avoir donné de votre temps pour être avec nous ce matin.